Salut Cédric Beau et bienvenue dans l'actu Chine de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de comment c'est vraiment la situation sanitaire en Chine. On parlera aussi des restrictions extraordinaires qui sont mises en place pour le nouvel an chinois qui arrive et de la disparition d'une célébrité. Et pas que même. D'ailleurs, on va parler de la disparition de 2 célébrités. Jingle. Alors un petit mot sur le projet déjà de cette émission. On n'en parlera pas beaucoup dans les prochains épisodes, juste pour ce premier épisode. Là je suis de passage en France et j'ai eu le malheur d'ouvrir la télé. Et les infos qu'on a, elles sont tellement égocentrées sur la France, tu vois, que sur des trucs importants bien sûr, comme l'épidémie, sur les élections qui arrivent, des choses comme ça, mais au lieu de après passer sur d'autres choses importantes qui sont influentes pour la France en tant que pays dans le monde, tu vois, on passe sur du drama. Sur des dramas par exemple au sujet du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, des choses comme ça, et en fait on a l'impression qu'ils parlent de la Chine et de plein d'autres acteurs majeurs en géopolitique d'ailleurs, du reste du monde en général, comme la Russie, l'ASEAN, l'Amérique du Sud, etc. Que quand ça vient pour appuyer un discours, tu vois, quand ça les aide. Et quand ils en parlent, c'est parfois pire que juste utiliser ça parce qu'ils en ont besoin pour confirmer leur vision. On a l'impression qu'il y a plein d'infos qui sont fausses aussi. D'ailleurs, on n'a pas que l'impression, on va le voir aujourd'hui. Tu vois, encore quand c'est dans le bêtisier de Noël sur C8, tu vois, les enfants, ils ont regardé ça. Et on met, tous les Chinois, les Coréens, les Japonais dans la catégorie japonais, parce que la connotation, elle est plus sympa. Ça peut passer. Au pire, tu vois, on est à la limite du racisme ordinaire, quoi. Mais il y a des trucs bien plus graves, comme les histoires de viol, où tu te dis qu'en fait, ils ont aucune limite, quoi. Donc dans certains cas, tu peux penser que c'est de la bêtise, mais à d'autres fois, c'est clairement volontaire. Donc c'est la raison pour laquelle, si le projet vous plaît, tu vois, de faire ce genre d'émission, de vous donner les vraies news qu'on a en Chine, ce qui se passe vraiment, il faut absolument que vous partagiez ces épisodes. C'est important parce que sinon, les médias, ils nous mettent des œillères et ils nous les retirent juste quand c'est pour mettre le méchant chinois ou le méchant russe, tu vois, surtout avec les élections qui arrivent, comme je le disais. La manipulation des masses, tu vois, en forçant à se concentrer sur un ennemi commun, le méchant chinois, le méchant russe, etc., plutôt que de faire preuve d'introspection, ça a toujours bien marché en politique, quoi. Et donc on y a droit à chaque fois que les élections françaises ou américaines d'ailleurs sont dans les news. Bon, cette année donc ça sera probablement la Russie, le grand méchant, mais bon, on en reparlera certainement dans les prochains épisodes du coup, parce que ils vont me donner matière à parler. Voilà, je compte sur vous. Je sais que vous êtes capable de m'aider. En 2020, en début d'épidémie, vous aviez déjà répondu présent. Donc je sais que je peux compter sur vous. Rappelez-vous ce qu'on avait réussi à faire à l'époque. Tu vois, le nombre de personnes qu'on a pu aider à avoir les vraies infos, ou même à avoir des masques d'ailleurs. Quand en Europe, on nous disait que ça servait à rien. Et qu'il n'y en avait pas. Voilà, bon. Donc on y va, on le fait. On passe tout de suite aux 3 infos principales de cette semaine. Alors, première info que j'aimerais décortiquer avec vous, c'est la ville de Xi'an qui a été fermée avec un vrai confinement. Donc ça a transparu un petit peu dans les médias occidentaux, tout simplement parce que c'est violent. C'est la violence du truc qui est le côté drastique, tu vois, autoritaire de la Chine qui est mis en avant. Et du coup, ils peuvent utiliser ça en Occident, dans les médias, à leur avantage en disant, voyez, en France, au final, c'est pas si terrible. Bon, bien évidemment, ils omettent le fait que depuis avril 2020 jusqu'à là, maintenant, en Chine, on vivait maintenant normalement, quand on n'avait plus vraiment besoin des passes, les masques se perdaient, etc. Et que cette stratégie du zéro Covid, au final, n'a pas impacté tant que ça les gens. Donc bien évidemment, comment est-ce qu'ils font ça, un vrai confinement, entre guillemets, un vrai confinement de 13 millions de personnes, c'est tu restes vraiment à la maison tout le temps. Et il n'y a pas d'attestation bidon que tu dois signer, etc., que tu montres, tu vois, pour justifier des sorties quotidiennes, des choses comme ça. Non, c'est une personne de la famille qui sort tous les 2 ou 3 jours pour juste acheter la nourriture, le nécessaire, tu vois, pour survivre au final. Et c'est tout. Donc c'est très dur à vivre. Honnêtement, psychologiquement parlant, moi j'ai vécu ça en Chine. J'étais en confinement à Guiyang pendant 1 mois. Un vrai confinement comme ça. Et c'était pas facile. J'avais la chance d'avoir un grand appartement quand même et de pouvoir avoir du matériel pour faire du sport, avoir une grande baie vitrée pour avoir de la lumière et de l'air, etc. Tu vois, parce que franchement, tu deviens fou. Enfin, t'es en prison, quoi.
t'es en prison, comme les quarantaines quand t'arrives dans un pays. On a fait une quarantaine récemment, justement. Bah voilà, c'est psychologiquement parlant, c'est pas marrant, quoi. Un confinement à la chinoise ou une quarantaine, quoi. Donc, ouais, en fait, un confinement à la chinoise, c'est une quarantaine, quoi. Tu sors pas, quoi. Et donc, c'est un peu chaud et c'est très, très bien traqué en Chine. C'est pas des attestations que tu imprimes toi-même et des trucs comme ça. Non, tout est traqué avec la téléphone mobile, par exemple, les codes QR, etc. Le code QR, c'est pas un certificat, au final, comme un bout de papier que tu représentes sous la forme d'un code QR. Ça va plus loin en Chine. Tu as tout ce qui est traquage des mouvements, au final, avec le réseau téléphonique. Et voilà, quand tu montres un code QR, quand tu montres ton Yanzhema, comme ils disent, il y a deux codes QR. Il y en a un qui va montrer voilà, où est-ce que tu habites, etc. Est-ce que tu as côtoyé, qu'à contact dans une région à risque ou pas. Et tu as le deuxième qui est lié aussi, on n'en parle pas du tout en fait à la télé, qui est lié au réseau téléphonique, qui montre est-ce que tu as voyagé, est-ce que tu es sorti de la région, etc. Et du coup, au final, tu peux pas tricher. Et tu peux pas faire comme en France, d'ailleurs, en ce moment, je les vois à la télé qui râlent sur les faux passes. C'est quelque chose qui nous paraissait inconcevable pour nous quand j'ai vu ça avec mon épouse. On s'est dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire des faux passes? Parce qu'en Chine aussi, voilà, chaque numéro de téléphone est associé à un compte WeChat ou Alipay. Chaque compte Alipay ou de numéro de téléphone d'ailleurs aussi est associé à une carte d'identité avec tout est traçable au final, tout est clair. Tu peux pas utiliser le truc de quelqu'un d'autre. Et quand ils vérifient les codes QR dans les endroits où ils sont sérieux, ils swipe aussi vers le bas pour actualiser. Et du coup, tu peux pas faire non plus une capture d'écran d'un truc qui ne t'appartient pas, etc. Enfin bon, voilà, ils font ça vraiment, vraiment de manière drastique. Ça, donc c'est bien. C'est bien dans le sens où, au final, on a souffert très peu de temps quand on était en Chine et on a été libre ensuite tout le reste du temps, au final. Donc, comme on dit en Chine, c'est trang trang bouge douane trang, quoi. Les douleurs courtes sont les meilleures. Il y a sûrement une expression comme ça en français. Vous me direz ça dans les commentaires. Mais je pense qu'on a ça en français. Et du coup, voilà, il y avait ce côté positif, la réactivité chinoise, l'efficacité chinoise. Comment est-ce qu'ils font après? Tout de suite, les tests d'une population, d'une ville entière, quand on est sur des villes de 20 millions d'habitants. Xi'an, je pense que c'est 13 millions d'habitants. Shanghai, on est dans les 18-20 millions, tu vois. À Guiyang, on est une petite ville, donc on n'est que 4 millions d'habitants. Mais voilà, ils peuvent te tester comme ça une ville entière en quelques jours, quoi. Ils ont des moyens, ils ont la force qu'on n'a pas forcément, nous, dans pas mal de pays d'Occident. Et donc, c'est bien, c'est un gros avantage, parce que voilà, tu souffres un petit coup, et puis ensuite, c'est bon. Le gros inconvénient, par contre, c'est la violence du truc, quoi. Donc c'est en fait l'avantage du truc, c'est l'inconvénient du truc, quoi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, quoi. Est-ce que vous préférez avoir un truc qui dure, et puis voilà, on nous en remet une couche, on nous en enlève un petit peu, on nous en donne un petit peu, on nous en reprend, tu vois. Et ensuite, voilà, ça dure des années, quoi. Ou est-ce que vous préférez, voilà, on fait un vrai confinement pendant 1 mois et ensuite on est tranquille et puis on vit normalement, quoi. Bon, voilà. C'est des infos voilà, que je vous donne. Et voilà comment est-ce que moi j'ai vécu la chose en tout cas et comment est-ce que ça se reproduit encore une fois à Xi'an. Dans les dernières news vis-à-vis de ça aussi, voilà, les gens ils vont commencer à parler du manque de nourriture, etc. C'est quelque chose qu'on avait vécu à l'époque. Mais on a une grosse chance aussi en Chine qui est un petit peu différente aussi. C'est l'esprit de groupe et la solidarité à l'intérieur du groupe, c'est juste impressionnant où on avait après des camions des agriculteurs au final qui donnaient leur production pour alimenter les personnes qui étaient en quarantaine, en confinement en ville. Et au final, voilà, on n'était pas à un niveau où on va parler de famine, comme on peut voir dans les médias. En tout cas, nous, dans ce que j'ai vécu, et dans les personnes qu'on avait aussi interrogées à l'époque, on avait des Français sur place à Xi'an, etc., qui parlaient un petit peu de leur quotidien. Et c'est pas du tout ce qu'on voyait, nous, dans les médias. Donc bon, si vous connaissez des Français qui sont à Xi'an et qui veulent communiquer aussi là-dessus, n'hésitez pas. Moi, je vous explique ce qui s'était passé à l'époque. L'histoire ne se répète pas forcément, mais souvent elle rime, comme ils disent dans l'expression pourrie. J'ai trop d'expressions pourries, moi. Mais voilà, je ne me fais pas trop de soucis vis-à-vis de ça. Il faut savoir qu'en Chine, après, c'est pas des rigolos, quoi. S'ils ont faim, ça va pas bien se passer, quoi. Et puis, quand les Chinois ils sont pas contents, on a tendance à penser qu'on est dans un régime autoritaire, dictatorial, etc. Mais en fait, voilà, moi j'ai pu voir plusieurs fois où des Chinois étaient pas contents. Et ça rigole pas au final, ils se laissent pas faire, faut pas croire. Hein, c'est pas comme on voudrait nous le faire croire ou comme les images clichés qu'on a sur la Corée du Nord, des choses comme ça. En Chine, ça rigole un petit peu moins. Voilà.
Voilà pour cette news en tout cas, qui est pas trop mal encore rapportée, on va dire, en Occident, dans les médias, pour le peu de temps où ils en ont parlé, mais où, bien évidemment, on n'utilise que les éléments qui sont en faveur du message général. Allez, info suivante. J'aime bien ce jingle. Alors, info suivante, c'est restrictions en prévision de la nouvelle année chinoise, tout simplement la fête de printemps. Et là, c'est aussi quelque chose qui est drastique et qui, du coup, moi, me freine aussi dans mes projets pour rentrer en Chine. Donc, pour l'instant, j'avais prévu de rester en Europe un petit peu de temps. On a fait un mois à Shanghai, un mois en Italie. Là, ça va faire presque un mois qu'on est en France. Et on s'était dit, après, on va repartir éventuellement vers la Thaïlande et ensuite vers la Chine, ou vers la Chine et ensuite vers la Thaïlande. Mais si on regarde un petit peu la situation actuellement en Chine avec les mesures qu'ils mettent en place pour la fête de printemps qui aura lieu donc le 1er février, si je ne m'abuse, le jour de l'an, ça refroidit très vite. Et je pense que c'est le but du truc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, chaque région a mis en place maintenant de nouvelles règles pour bloquer les mouvements de population avec l'arrivée de la fête de printemps. Par exemple, si vous voulez aller dans la ville de Guiyang, dans la province du Guizhou, celle que je connais le mieux, donc moi je vous parle de ce que je connais, mais il faut vraiment comprendre aussi ça. C'est que ça sera pas toute la Chine pareil. Je sais qu'il y a des gens qui regardent les news aussi qui vont dire voilà, en Chine c'est comme ça. Non, la Chine c'est un pays qui fait 17 fois et demi la France et souvent chaque région aussi a une grosse autonomie et a ses propres règles. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui va faire que, par exemple, si on a une région qui est un peu plus laxiste et puis qu'on a une fuite d'épidémie dans une région, les chefs, donc les gérants, les responsables de cette région-là vont souvent être limogés et virés tout simplement, ou limogés, quoi. Par exemple, à Xi'an, avec la fuite qu'il y a eu et puis l'isolement de la ville, le confinement de 13 millions de personnes, eh bien, on a une 26 si je ne m'abuse, de responsables de la région qui se sont fait, de la ville, pardon, qui se sont fait virer tout simplement. Et voilà, on coupe les mauvais gérants, on les vire, on les dégage, et puis on va mettre d'autres personnes qui seront un petit peu moins laxistes, par exemple, et qui font bien attention à bien regarder tout pour la gestion de l'épidémie, quoi, tu vois. Donc c'est, encore une fois, c'est aussi une gestion de la politique qui est un petit peu différente de ce qu'on a en Occident, tu vois, plus scientifique, plus pragmatique, plus aussi basée sur l'efficacité, quoi. Si on a des politiques qui sont pas efficaces, on les vire tout simplement et on en met d'autres, quoi. Bon, voilà, on va pas parler de la politique pour l'instant en France ou en Occident, parce que c'est sûr que entre tout ce qui est contradiction et tout ça, contradiction, des situations très malaisantes. Non, il n'y a pas besoin de masque. Oui, il faut des masques. Non, il ne faut pas des masques FFP2. Maintenant, il en faut. Oui, un truc en tissu, ça fonctionne. Pas pour les enfants, mais maintenant, pour les enfants, il en faut. Etc., etc. Tu vois, tout basé sur quelque chose de très malsain. En Chine, c'est quand même beaucoup plus clair. Mais ça a des gros désavantages aussi. C'est que si tu as une position de pouvoir et que tu gères pas bien, ou en tout cas que tu gênes, tu vas dégager très vite aussi. Bon. Voilà, c'est vraiment une façon de penser qui est totalement différente. Alors, donc restriction pour la ville de Guiyang, on a actuellement, si moi je veux rentrer de l'étranger, ou si je viens d'une région qui est une région orange ou rouge, par exemple en Chine, pour rentrer à Guiyang, j'ai besoin de faire 2 semaines de quarantaine dans un hôtel-hôpital, tu vois, dans un centre de quarantaine, on va dire, obligatoire. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est payant aussi. Il faut se mettre à la place des Chinois qui n'ont pas des salaires comme nous autres occidentaux, par exemple, ou en tout cas français, parce qu'on a quand même des bons salaires moyens en France, on va dire. Et tu payes 25, 30, 40 euros par jour, tu vois, pendant 2 semaines. Ça va refroidir déjà pas mal de personnes. Donc tu as 2 semaines d'isolement au centre de quarantaine, 2 semaines d'isolement à la maison et un test PCR tous les 2 jours, c'est-à-dire 12 tests PCR minimum. Ça refroidit. Ça refroidit parce que si tu veux faire ça pour la fête de printemps, déjà, il fallait partir avant-hier quand ils ont annoncé ça il y a juste quelques jours. Donc déjà, si tu t'y prends trop tard, que tu vois la news trop tard, au final, tu peux pas rentrer déjà. Donc leur truc, il est gagné parce qu'il n'y aura pas de mouvement de population. Mais si tu l'as vu tout de suite, tu vas au final perdre un mois. Un mois pendant lequel tu pourras pas travailler. Un mois pendant lequel tu vas devoir payer, où tu pourras rien faire, où tu seras isolé, tu pourras pas préparer la fête de printemps non plus, etc. Enfin bon,
Voilà, donc la plupart des gens que je connais qui sont de Guyane, qui sont dans d'autres régions de la Chine, ils vont pas rentrer, cette fois-ci pour la fête de printemps. Et ils en ont pourtant très envie, hein. C'est vraiment une fête qui est très très importante en Chine. Et voilà, ils se font une raison, quoi. Ils se font une raison, tout simplement. C'est pas possible, trop violent. Au final, la mesure est trop violente pour qu'on essaye de la contourner. Parce que voilà, quand il y a des trucs, des tests PCR, des choses comme ça, au final, on les fait et on voyage. Même moi, tu vois, j'ai pu voyager quand même ces derniers temps. Donc on fait très attention. On a fait quand même quelques tests PCR ces derniers temps et tout ça, tu vois, des choses comme ça. Petite quarantaine aussi. Isolement, en arrivant en Italie, on a été obligé de le faire aussi parce qu'on venait d'un pays de la liste E, machin, tu vois. Mais au final, voilà, c'est pas si dur quand on veut voyager. Quand on veut, on peut au final. Là, en Chine, si tu veux, tu peux pas. Tu peux pas, ou il faut vraiment quand même beaucoup de volonté, il faut vraiment vouloir rentrer ou avoir quelque chose absolument de très important pour souhaiter se faire tout simplement ces 2 semaines de quarantaine qui sont payantes, ces 12 tests PCR. Un test PCR, c'est quoi? C'est genre 10 € à chaque fois. Et ces 2 semaines après d'isolement à la maison où t'es checké, etc., tu vois, c'est chaud. Donc c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, dans la logique chinoise de zéro virus, de 0 cas, tout simplement, de suppression de l'épidémie dont on avait déjà parlé sur la chaîne par le passé. Mais c'est quand même quelque chose qui est dur, comme pour le confinement d'ailleurs, qu'on a évoqué donc juste avant. C'est difficile, c'est violent, c'est drastique, mais après, ça a fait ses preuves. Voilà, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Moi, je sais ce que j'en pense. J'en pense que je ne vais pas rentrer à Guyang prochainement. Voilà. Allez, la news suivante. Et la news suivante, c'est la plus grosse influenceuse chinoise qui s'est pris une amende d'environ 180 millions d'euros. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est déjà cette influenceuse chinoise. C'est quelqu'un qui travaille sur Taobao, sur Diantao, en fait. C'est le truc live de Taobao en Chine. Taobao, c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, AliExpress. C'est aussi du groupe Alibaba d'ailleurs. On a des lives AliExpress aussi qui existent. Sauf que c'est pas juste quelques milliers, dizaines de milliers de personnes qui regardent. C'est des millions et dizaines de millions, voire des centaines de millions. C'est impressionnant de personnes qui regardent ça tous les soirs. Les lives sur Taobao, ça a été quelque chose qui a carburé ces dernières années, ces 4-5 dernières années, et qui a pris tout son sens aussi d'ailleurs pendant la période de l'épidémie, où les gens étaient bloqués chez eux, et au final c'était un petit peu leur loisir, leur shopping, tu vois, leur sortie shopping, sauf qu'ils faisaient ça sur le téléphone. C'est un mode qui fait un petit peu penser au téléachat, si vous voyez un petit peu la façon dont ils vendent leurs trucs, etc. Mais en mieux. Voilà. Et donc voilà, elle a géré des milliards d'euros de chiffre d'affaires déjà sur ces dernières années. Et elle a été tout simplement dégagée d'un coup de la plateforme. Elle est plus présente sur la scène publique. Enfin, je sais pas si elle a été dégagée ou elle s'est dégagée elle-même, en fait. Je vais vous expliquer ça aussi, on va revenir sur cette idée-là. Et il a été publié le fait qu'elle devait payer une amende de 180 millions d'euros environ. Pour le chiffre exact, je ne saurais pas vous le retrouver, mais voilà, vous avez l'ordre d'idée en tout cas. Et c'est un truc de malade parce qu'elle a disparu aussi du jour au lendemain des réseaux, quoi. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je voudrais revenir aussi, parce qu'on voit ça souvent dans les news en Europe, notamment dans les news en France, tu vois, c'est tout d'un coup, t'as Jack Ma qui disparaît de la scène internationale, tu vois, de la scène publique, on va dire. Et ils vont dire, voilà, il a disparu, il est dans une prison, il s'est fait assassiner, etc. Tu vois, en France, c'est comme ça. On a la tenniswoman aussi, Peng Shuai, qui est disparue aussi de la scène publique, tout simplement, après une histoire donc à la MeToo, tu vois. Et au final, en fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Chine, c'est que quand il y a une enquête judiciaire, quand il y a quelque chose qui se passe, tu vois, c'est que les gens se mettent en retrait le temps que cette histoire soit traitée. Tout simplement, ils sortent de la scène publique en attendant la fin. Est-ce qu'ils sont coupables? Est-ce qu'ils sont pas coupables? Comment ça se passe, tu vois? Ils se retirent un petit peu de la scène publique pendant cette période-là. Et du coup, voilà, pendant un moment, on voyait plus Jack Ma, mais ça voulait pas dire qu'il était mort ou qu'il s'était fait mettre en prison ou je ne sais quoi, tu vois. C'est-à-dire que si tu cherchais vraiment, alors je sais pas comment est-ce qu'ils font les journalistes pour pas trouver, mais bon, des fois, je vais vous expliquer ça aussi avec Peng Shuai, mais si tu cherchais vraiment, tu pouvais voir au final sur les réseaux chinois des traces de Jack Ma quand il était chez lui à Hangzhou ou quand il était parti à Sanya et qu'il jouait au golf dans un grand hôtel, des choses comme ça, tu vois. Mais voilà, moi je fais pas le poids pour donner les news par rapport à la télévision française, tu vois.
Mais c'est malheureux. Donc voilà, quand les gens m'envoyaient un message, je leur disais, non, il est là, tiens, voilà la source, tiens, voilà la photo, tiens, voilà les posts sur Internet de personnes qui l'ont vu, tu vois, tout ça. Et puis c'est pareil pour Peng Shuai aussi, où ils ont dit, tiens, elle a accusé un haut responsable de viol, et puis maintenant elle a disparu de la scène internationale, etc. Déjà, mais rien que ça, déjà, c'était mauvais. Tu vois. Donc, bien évidemment, elle est apparue, elle n'était pas disparue, il y a des gens qui l'ont vue, et voilà, mais j'ai même pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler du fait aussi de l'accusation du viol. C'est-à-dire que dans le message qu'elle a publié, tu vois, les journalistes français, quand c'est pour, tu vois, le bêtisier de C8, je m'en fous, qu'ils savent pas faire la différence entre du japonais, du chinois, etc. Mais quand c'est pour une traduction d'une lettre que la personne elle a écrit, dont on peut retrouver des centaines et des centaines de captures d'écran partout, etc., dans lequel il n'est pas écrit qu'elle a été violée, tu vois, elle n'a pas dit qu'elle a été violée, elle dit qu'elle s'est sentie mal à l'aise, qu'elle a été, on va dire, manipulée, qu'elle a été, voilà, on l'a ramenée dans une chambre, tu vois, avec cette personne-là et sa femme, et puis on l'a invitée à avoir des rapports sexuels, mais elle n'a pas dit texto, au final, qu'elle s'était faite violer, et ceci et cela. Mais voilà, c'est les médias français, t'en as un qui va dire oui, il l'a dit, t'en as un autre qui va dire elle l'a pas dit, mais elle l'a sous-entendu, etc. Et tout d'un coup, tous les médias vont dire oui, elle l'a dit, et oui, même elle s'est fait violer, quoi. Tu vois, la présomption de culpabilité tout de suite, quoi. Et puis on va pas retraduire les choses fidèlement parce que ça vendrait pas, quoi. Ça serait pas bon. Ce qu'il faut, c'est détruire le grand méchant chinois, quoi. Tu vois, c'est triste. C'est triste parce que seules les personnes qui ont un bon niveau de chinois, eh bien, ou qui ont des amis chinois avec qui ils peuvent vraiment échanger aussi bien en anglais, ou je sais pas, tu vois, peuvent avoir les vraies informations, et c'est malheureux, quoi. Donc ça me met pas... Voilà, la personne n'est pas innocente, tu vois. Après, on va voir donc tout ce qui est légal, etc. Tu vois, le responsable en question, et effectivement, elle est victime de quelque chose à première vue, et elle s'est vraiment plainte de quelque chose, mais pourquoi ne pas dire tout simplement la vérité? Pourquoi ne pas dire ce qu'elle a dit, tu vois? Parce que, on le sait pourquoi. Mais voilà, ça me fait mal au cœur, moi. Ça me fait mal au cœur parce que, voilà, non seulement elle n'a pas dit ça, et non seulement elle n'a pas non plus disparu de la scène publique, et en plus elle n'a pas... voilà, quoi, tu vois. C'est rigolo. Rapporter les faits, quoi. Les journalistes occidentaux, s'ils pouvaient juste rapporter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle a dit exactement, ça serait bien. Après, voilà, on peut se faire notre propre opinion nous-mêmes, tu vois. Moi, mon opinion, elle n'est pas forcément super positive pour cette histoire d'ailleurs, mais j'ai pu me faire ma propre opinion à partir des vraies infos, plutôt que ce qu'on essaie de me mettre dans le crâne à longueur de journée en répétant, ouais, tiens, elle s'est fait violer, tiens, la tennis woman qui s'est fait violer, elle est disparue maintenant, peut-être qu'elle s'est fait tuer, tu vois. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc voilà, pour revenir à cette question de notre influenceuse, elle a aussi disparu, là, donc de la scène publique, mais théoriquement, elle n'est pas morte, quoi. Voilà, si jamais dans les prochains jours, on vous dit, tiens, elle a disparu, peut-être qu'elle est morte. Je ne pense pas, moi, jusqu'à preuve du contraire, et c'est ça qu'on veut, tu vois, quand on écoute des journalistes ou les informations, c'est des faits, ou des preuves, ou des informations, en fait, tout simplement, pas des opinions. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas assez vendeur, les informations et les opinions, ça marche un petit peu mieux. Voilà, comme ça, moi, vous avez mon opinion, en tout cas, sur les médias occidentaux, et sur pourquoi est-ce que je vous propose cette émission. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes ouvert à avoir une vision plus neutre sur ce qui se passe en Chine, un petit peu moins neutre, bien évidemment, vis-à-vis des médias occidentaux, parce que vous pouvez peut-être sentir un petit peu ma frustration vis-à-vis de comment est-ce qu'ils nous manipulent. Mais dites-moi ce que vous en pensez, et puis, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Alors, cet épisode, il arrive à sa fin. Mais je vous laisse pas seul pour autant. Vous pouvez réagir dans les commentaires, comme je vous invitais à le faire plusieurs fois pendant qu'on était en train de parler. Et partagez, échangez avec vos amis sur ces histoires. Regardez un petit peu ce qu'ils pensent de ma vision plus neutre, plus éloignée d'observateurs. Voyez le point de vue qu'ils ont, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous aussi vous êtes sur place en Chine et que vous vivez des choses, n'hésitez pas à le partager. Vous pourrez peut-être même intervenir dans ce genre d'épisode. Tu vois, on va essayer de faire une fois par semaine. Et puis voilà. Allez, on se retrouve très vite sur la chaîne.